Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler email, mais plus précisément on va parler de l'envoi des emails depuis un site internet et les spécificités qui peuvent y être liées. Donc qu'est-ce qu'on va couvrir dans cette vidéo? On va commencer par voir comment se passe l'envoi d'un email de manière générale, qu'est-ce que soit le système qu'on utilise. Ensuite, justement les spécificités qui peuvent arriver quand on fait un envoi d'email depuis un site web. Ensuite, on va voir pourquoi est-ce que certains emails terminent dans les spams. Et pour justement éviter qu'ils terminent dans les spams, je vais vous donner quelques trucs et astuces. Surtout, je vais vous expliquer un moyen très facile et gratuit de tester vos emails. Pour terminer, on va un petit peu parler des validations qu'on peut intégrer sur les domaines qui nous permettent en fait de valider les emails qu'on envoie. Et ces validations, elles ont des noms aussi sympas que SPF, DKIM ou des marques. Et vous verrez qu'elles peuvent être dans certains cas super utiles, mais surtout, de manière générale, elles peuvent vraiment aider à la bonne délivrabilité de vos emails. Et ça, c'est primordial. Vous connaissez le scénario, vous avez un site internet e-commerce et vous avez des gens qui font faire des commandes sur votre site. Vous avez envie qu'ils reçoivent une notification lorsqu'il y a une nouvelle commande. Vous avez aussi envie qu'ils aient une notification par email quand la commande est envoyée, par exemple. Autre chose, vous avez un site vitrine et là vous avez un formulaire de contact et quand les gens vous contactent, vous leur envoyez une petite notification, j'ai bien reçu votre demande, merci, etc., etc. Et tout ça, c'est super top quand les emails partent, arrivent chez le destinataire et ne terminent pas dans les spams. Alors déjà, s'ils n'arrivent pas chez le destinataire, c'est pas génial parce qu'il n'y a aucune communication qui se fait. Et quand ça termine dans les spams, ça donne pas un aspect très professionnel. Et souvent, le client va même pas le voir. Donc l'idée maintenant, c'est de comprendre en fait comment se passe l'envoi d'un email. Et l'envoi d'un email, à partir d'un site internet, sur le fond, il n'est pas du tout différent de l'envoi d'un email depuis Gmail, depuis Apple Mail, depuis Microsoft Outlook, depuis votre smartphone, etc. L'envoi d'email se passe toujours à peu près de la même manière. Simplement, on verra un peu plus loin qu'il y a des spécificités qui peuvent arriver quand on a un site web et qu'on veut envoyer depuis un site internet. Mais avant d'aller plus loin, on va déjà voir comment se passe le processus d'envoi d'un email. Donc pour bien comprendre ce processus, on commence avec notre serveur qui va faire l'envoi de l'email. Ce serveur, c'est là où se trouvera votre site internet, par exemple. Première chose que va faire le serveur, c'est qu'il va passer par un serveur SMTP pour Simple Mail Transfer Protocol, donc en gros protocole de transfert de mail simple. Et ce serveur, il peut être configuré de différentes manières. Alors soit il a une configuration qui est spécifique. Cette configuration elle est spécifique parce que vous êtes en train d'envoyer un email depuis Gmail, depuis Hotmail, depuis n'importe quel webmail qui existe, ou alors vous envoyez un email depuis votre Microsoft Outlook ou bien Apple Mail, et vous avez bien configuré les informations pour que l'envoi des emails se passe par votre serveur SMTP. Donc vous avez vraiment dit, je veux utiliser ce serveur SMTP là pour faire l'envoi. Ou alors vous avez un site internet, mais à ce moment-là, vous avez réglé le site pour qu'il envoie à partir d'un certain serveur SMTP. Ou alors, vous n'avez pas fait de réglage SMTP du tout et vous envoyez un email depuis votre site. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le système va utiliser le serveur SMTP par défaut pour le serveur sur lequel vous êtes hébergé. Donc, il va utiliser ce que l'hébergeur a défini comme serveur SMTP. Et là, on va voir un peu plus loin que ça peut être problématique. L'email a été transféré au serveur SMTP et le serveur SMTP va faire son boulot. C'est-à-dire qu'il va transformer dans un format lisible pour les autres serveurs SMTP le contenu de votre email. Et de ce formatage, il va ressortir deux choses. Premièrement, les entêtes de l'email qui vont définir l'expéditeur, le type de contenu, que ce soit du texte, HTML ou les deux, le sujet de l'email, l'info pour savoir le type de pièce jointe transmise, par exemple JPEG ou PDF, ainsi qu'une batterie d'autres informations qui sont disponibles dans les entêtes d'email. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose qu'il va décoder, c'est le contenu de l'email, le contenu et ses pièces jointes. Une fois qu'il a décodé tout ça, il va alors passer le relais au serveur MTA, donc MTA pour Mail Transfer Agent. Et le MTA, il va avoir un rôle décisif dans l'envoi de votre email, mais aussi au niveau du serveur de réception pour la réception de votre email. Donc le MTA, qu'est-ce que c'est son rôle? Alors au moment de l'envoi, son rôle c'est déjà d'analyser le contenu de votre email et puis potentiellement d'accepter ou non son envoi. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour vérifier ça? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va regarder quel est le poids de votre email, donc quel est le poids des pièces jointes et de son contenu. Donc si celui-ci dépasse la limite d'envoi autorisée par le serveur d'envoi sur lequel vous êtes, il va vous envoyer un mail et vous dire non, c'est pas possible, je ne peux pas envoyer l'email comme ça, il est trop lourd. Ensuite, il va faire un test préliminaire anti-spam en fonction de sa configuration. Et là, il va aller voir s'il y a du contenu qui est potentiellement du spam, s'il y a des malwares qui peuvent être liés à l'email en pièces jointes ou autres. Il va également regarder s'il y a des fichiers exe spécifiquement, parce que c'est souvent ceux-là qui peuvent être problématiques lors de l'envoi d'un email. Et à ce moment-là, vous dire attention, vous n'avez pas le droit d'envoyer ce type de fichier depuis notre serveur. Et puis ensuite, il va faire une dernière chose, c'est qu'il va regarder si le domaine, donc votre adresse @domaine.com, donc domaine.com, s'il existe bien. S'il n'existe pas, il va vous renvoyer un message d'erreur pour vous dire vous essayez d'envoyer un email à quelqu'un qui n'a pas d'adresse email, à une adresse email qui n'existe pas. Et donc maintenant, si l'envoi est validé par le serveur de MTA
et qui vous dit OK, c'est tout bon, tu peux y aller, ce qui va aller chercher dans les informations du domaine du destinataire, l'enregistrement MX qui permettra de savoir à quel serveur il doit envoyer cette information. Donc la première étape est faite, votre email a quitté votre serveur et à ce moment-là, il va être saucissonné en tout plein de petits paquets et il va être transféré au serveur du destinataire. Maintenant, il arrive sur le serveur du destinataire, il est reconstitué et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a de nouveau notre MTA, donc Mail Transfer Agent, qui va s'occuper de vérifier le contenu de votre email. Donc de la même manière que lorsqu'on a fait l'envoi, à la réception, il va contrôler à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire le poids de l'email. Il va regarder en fonction de son poids si les critères du serveur de destination autorisent des pièces jointes de cette taille et puis un email de cette taille de manière générale. Il va regarder bien sûr s'il y a des malwares ou des mots spécifiques à l'intérieur qui pourraient potentiellement vous faire passer pour du spam. Il va regarder bien sûr s'il y a des fichiers joints qui sont avec et qui sont suspicieux ou potentiellement du spam, etc. Dernière chose qu'il va faire, c'est qu'il va également regarder la personne qui vous a envoyé l'email, si son nom de domaine est enregistré sur une liste noire ou pas. Donc si elle est blacklistée. Ça peut arriver qu'un domaine soit blacklisté pour des raisons XY. Et ça peut être des fois complètement indépendant de votre volonté. Si vous utilisez des serveurs où un des hébergements a été blacklisté, mais que le serveur contient plusieurs hébergements dont le vôtre, vous pourriez être blacklisté sans le savoir et du coup, votre site finirait dans les spams beaucoup plus facilement. Et là, si le MTA du destinataire autorise la réception de l'email, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va simplement le stocker sur le serveur de mail. Mais avant de faire ça, il va encore faire une autre chose, c'est qu'il va le marquer comme du spam s'il considère que c'est un email douteux. Et donc le serveur va bien stocker l'email en question, mais il va le marquer comme du spam. Donc voilà pour le principe de base de l'envoi des emails. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, l'email, il peut très bien partir de chez vous, mais en fonction du filtre anti-spam, il peut très bien être rejeté ou alors être marqué comme du spam et finir en courrier indésirable chez le destinataire en question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe qui peut vraiment potentiellement poser problème quand on fait un envoi depuis un site internet? Quelles sont les particularités qui viennent de l'envoi d'un email depuis un site internet? Alors, vous avez certainement déjà configuré des emails sur Outlook ou sur votre smartphone ou n'importe où. Et en tout cas, avant, il fallait toujours le faire. Maintenant, c'est un petit peu moins fréquent parce que c'est un peu automatisé. Mais généralement, il fallait de toute façon préciser un serveur de réception, c'est-à-dire un serveur POP ou IMAP qui vous permet en fait d'aller lire les emails sur le serveur en question pour les afficher sur votre application ou sur votre smartphone et puis les consulter et faire des réponses, etc. Et à ce moment-là, évidemment, vous devez me donner un nom d'utilisateur et un mot de passe parce que ces données, elles sont privées et vous devez aller accéder à ces données privées sur un serveur externe et les récupérer. Donc évidemment, il faut une authentification. C'est normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez un email? Il y a quelques années, l'envoi d'email pouvait se passer de manière assez simple sur des serveurs SMTP qui autorisaient n'importe qui à envoyer des emails, plus ou moins. On pouvait dire, je me connecte avec ce serveur, je vais envoyer avec celui-ci, et lui disait, pas de souci, je suis là pour ça, vas-y. De plus en plus, maintenant, les serveurs SMTP demandent une authentification. Donc exactement de la même manière que vous allez faire une authentification pour aller lire les emails sur un serveur, si vous voulez utiliser un certain serveur SMTP pour envoyer des emails en son nom, vous devrez vous authentifier. Vous devrez dire, ok, moi, j'utilise ce serveur SMTP avec cette adresse email-là et ce mot de passe-là. Et même souvent, vous devrez utiliser des ports qui sont cryptés. Et grâce à ça, en fait, ça vous assure que le serveur SMTP va bien accepter votre requête et vous envoyer l'email. C'est aussi pour ça que si vous envoyez des emails depuis Gmail ou Microsoft Outlook, vous avez moins de chances de terminer dans les spams que si ça se passe depuis un site internet. Et sur un site internet, la problématique, c'est que souvent, on utilise le serveur SMTP de base. C'est-à-dire que l'hébergeur a défini un serveur SMTP qui va être utilisé pour l'envoi des emails. Mais simplement, ce serveur SMTP, il ne garantit pas une bonne délivrabilité de vos emails. Il est juste là pour vous permettre d'envoyer des emails. C'est-à-dire que si on utilise par exemple un site en PHP comme WordPress ou PrestaShop, le système va utiliser la fonction mail de PHP, et cette fonction mail, elle utilise le serveur SMTP configuré par l'hébergeur. Mais généralement, il n'y a pas d'authentification du tout. On utilise le serveur SMTP qui est disponible juste là, et puis on envoie avec. Et là, du coup, on peut avoir deux problèmes. Premier problème, le serveur SMTP configuré par l'hébergeur ne vous autorise même pas à envoyer des emails, donc à ce moment-là, vous aurez une erreur comme quoi l'envoi des emails ne fonctionne pas du tout. Ou alors le serveur SMTP autorisé n'a pas d'authentification, et le serveur destinataire va se dire, attention, c'est un peu louche, je le marque comme du spam. Personnellement, moi, je travaille avec Infomaniac pour l'hébergement de mes sites internet, et pour l'envoi des emails, je peux utiliser le serveur SMTP d'Infomaniac. Et si on va jeter un œil à la fac d'Infomaniac concernant l'envoi de mails depuis un site internet, on peut voir qu'ils indiquent un truc qui est assez important. Ils mettent, il est nettement préférable d'employer une configuration SMTP authentifiée, donc spécifier une adresse email et un mot de passe, pour l'envoi de vos messages depuis un site. Ceci afin de garantir une meilleure délivrabilité de vos messages.
Donc même eux, ils le disent, il ne faut pas utiliser les réglages par défaut. Idéalement, il faut utiliser les réglages SMTP que vous aurez définis vous-même. Donc là, maintenant, si vous installez n'importe quel site et vous le laissez s'occuper lui-même de l'envoi des emails, eh bien potentiellement, vos emails vont être considérés comme du spam ou alors ne pas partir du tout. La première étape que je vous conseille de faire, c'est vraiment de trouver un moyen que votre site envoie des emails avec des réglages SMTP qui vous permettent de vous authentifier. Vraiment, ça c'est un truc qui est très important. Parce que si vous n'avez pas cette première étape qui est faite, il y a de bonnes chances que même en faisant les bons réglages derrière, pour les autres étapes, vous allez avoir des problèmes de toute manière, ça finira dans les spams ou ça partira pas du tout. Non seulement ça, mais si vous envoyez des emails à partir par exemple de info@mondomaine.com, eh bien, il faut vous assurer que le serveur SMTP qui envoie les emails pour ce nom de domaine-là, donc info@mondomaine.com, il soit bien autorisé à le faire. On verra un petit peu plus loin pourquoi est-ce qu'un domaine pourrait ne pas être autorisé, et ça sera ce qui concerne les validations SPF. Et c'est important de bien les avoir en tête aussi quand on fait la configuration SMTP, pour éviter d'envoyer des emails qui ne sont pas validés par la validation SPF. Alors quel que soit le site que vous avez, maintenant, la question c'est de pouvoir identifier le problème que vous avez quand vous envoyez un email. On a une situation qui peut se décomposer en deux parties. On a un email qui part pas du tout du serveur. Alors s'il part pas du tout du serveur, la première chose à faire, la première question à se poser quand même, c'est est-ce que le système qui est censé envoyer l'email le fait? C'est-à-dire, est-ce que si vous avez fait du code personnalisé dans votre site, ce n'est pas un problème lié à votre code? À ce moment-là, il faut analyser ce que vous avez écrit comme code. Ou alors, est-ce que vous avez utilisé un module ou une fonctionnalité externe et que c'est celle-ci qui ne fonctionne pas? Là, ce qui serait important, c'est de trouver un moyen d'afficher une journalisation de vos emails, donc d'avoir quelque chose qui journalise les envois d'emails depuis votre site pour vous assurer que l'email parte correctement. Ou alors qu'au moins, l'envoi d'email a été initialisé. Parce qu'en fait, après, peut-être que l'email a été envoyé, mais que lié au réglage SMTP, l'email ne s'envoie pas. Ça, c'est une autre question encore. Mais il faut déjà s'assurer que le système fait le nécessaire pour envoyer l'email. Et là, du coup, on vient à la deuxième situation quand l'email ne s'envoie pas, c'est qu'on a des réglages SMTP qui sont incorrects, incomplets ou qui ne sont pas autorisés. Et là, il faut simplement trouver un moyen dans le système que vous avez pour définir les réglages SMTP que vous allez utiliser. Alors dans PrestaShop, vous avez la possibilité de le faire si vous allez dans les paramètres de la boutique et puis ensuite vous allez dans Email. Vous avez la possibilité en descendant un peu plus bas d'aller voir que vous pouvez définir d'envoyer des emails avec un serveur SMTP spécifique. Et là, vous pourrez définir les réglages que vous voulez, faire des tests d'envoi d'email, il s'occupe de tout. PrestaShop vous permet aussi de loguer tous les emails qui sont envoyés depuis votre site, donc ça vous permet de savoir si les emails partent et s'ils partent, s'il y a eu des erreurs ou autre chose. Donc ça, c'est vraiment le top. Pour ce qui est de WordPress, à ce moment-là, vous devriez installer une extension qui permet de faire ça, car WordPress n'a pas ces réglages par défaut nativement. Vous avez plein d'extensions qui font ça, vous n'allez qu'à taper sur Internet WordPress Mail SMTP et vous aurez plein d'options pour pouvoir justement définir les réglages SMTP pour WordPress. Et une fois que vous aurez fait ça, vous verrez que la délivrabilité de vos emails sera nettement améliorée. Et pour terminer, il est possible effectivement que l'email soit bien parti, mais qu'il termine dans les spams chez votre destinataire. Donc là, s'il arrive dans les spams, effectivement, il faut maintenant identifier pourquoi. Et pour pouvoir identifier ça, moi j'ai une technique qui est vraiment pas mal, qui consiste à utiliser des outils gratuits qui vous permettent de tester si votre email est du spam ou pas. Ou alors, on va dire, à quel degré votre email est considéré comme du spam par les filtres anti-spam. Et pour pouvoir tester ça, que ce soit sur n'importe quel CMS que vous utilisez, ou bien si vous avez du code personnalisé, ou même pour voir si vos newsletters, elles partent correctement, et le contenu de vos emails de newsletters sont bien envoyés comme il faut, mail-tester.com. Donc pour ce test, ce que je vais faire, c'est simplement envoyer un email depuis mon adresse à moi, l'adresse de mon site formationprestashop.com, qui est une adresse standard, et on va faire juste un envoi, puis on va voir ce qui se passe. Donc si on est sur la page de mail tester, on va voir qu'il nous propose d'envoyer un email à cette adresse-là, une adresse temporaire qui permet en fait à mail tester de dire ok, j'ai reçu cet email à cette adresse, maintenant qu'est-ce qui se passe quand je l'analyse. Donc on va copier le contenu de cette adresse et on va revenir dans mes emails, je vais faire un nouveau mail, on va coller comme destinataire mail tester, du coup cet email de test, et on va mettre un objet, mon message du jour, bonjour monsieur, voici un test. J'aime bien les tests. Ça fait pas trop spam. On va voir ce qui se passe en étant un petit peu... en mettant du contenu déjà complètement rien à voir, mais surtout en mettant du contenu qui n'est pas forcément toujours apprécié par les filtres anti-spam. Voilà, c'est tout. Bisous. Et je signe. Et si on envoie notre email, et qu'on revient dans Mail Tester, on va faire ensuite vérifier le score. Et là, on voit qu'il prend un peu de temps, il est en train de ramer, comme il dit. C'est aussi pour ça que je l'aime bien, c'est qu'il est assez visuel, cet outil. Et vous verrez qu'en plus, il est très complet derrière. Et il rame un petit peu. En fait, en gros, il est simplement en train d'attendre que l'email arrive. Donc, il attend 15 secondes et il refait un test pour voir si l'email est arrivé. Il refait 15 secondes et il reteste, etc. Et là, super!
C'est pas un bon exemple, ma note elle est 10 sur 10. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du 10 sur 10. C'est peut-être pas le meilleur exemple pour analyser du spam, mais enfin voilà. On va être clair sur le fait qu'il y a assez peu de chances que cet email-là termine dans les spams. On peut voir ici qu'on peut afficher le message, donc ça on s'en fiche. On peut voir ce que dit Spam Assassin. Spam Assassin, c'est un filtre anti-spam qui est beaucoup utilisé et il va nous dire beaucoup d'informations sur ce qui pourrait potentiellement considérer notre email comme du spam. On peut voir qu'on a des petites notes en moins par rapport à des détails, comme par exemple le fait que c'est un message HTML. Évidemment, quand on envoie un email depuis Gmail, depuis Apple Mail, depuis Microsoft Outlook, les emails envoyés sont généralement toujours en HTML, à moins qu'on trouve un moyen pour spécifier que ce ne soit pas le cas. Et du coup, le contenu qu'on intègre peut mettre du gras, on peut mettre des images, on peut mettre des choses comme ça. Et comme c'est du HTML, du coup, il y a une toute petite note en moins, ce qui n'est pas très important. On voit que Dekim, dont je vais parler un peu plus loin, a été validé et est signé correctement. Donc toute la signature Dekim fonctionne. Je vous expliquerai ce que c'est un peu plus loin. Ça, c'est parce qu'elle a été mise en place sur le domaine que j'utilise pour envoyer les emails. On a la validation SPF, dont je vais parler aussi plus loin, qui dit OK, votre enregistrement SPF est valide. C'est le top. Et on va regarder du coup par rapport à ce détail-là, si on est parfaitement authentifié ou non. Et du coup là, il nous dit plusieurs choses. Donc il nous dit effectivement que notre serveur 45.157.188.14, qui est un serveur d'Infomaniac, est authentifié pour utiliser mon truc hello@formationprestashop.com. Parce que j'ai un enregistrement SPF qui autorise ce serveur SMTP à envoyer des emails au nom de mon domaine. Et donc là, bon, il y a tout le détail du SPF. La même chose avec la signature d'Ekim qui fait exactement la même chose, qui permet de valider que le domaine a bien le droit d'envoyer des emails au nom de ce SMTP. Et puis, le seul petit détail qui fait qu'ici en haut il me dit qu'on n'est pas parfaitement authentifié, c'est que j'ai pas d'authentification, enfin j'ai pas d'enregistrement des marques. Je vous expliquerai un peu après pourquoi ça peut être important, mais dans mon cas, je pense pas que c'est absolument nécessaire. Et puis on verra qu'ensuite, on voit que le serveur 45.157.188.14 est correctement associé à mon SMTP parce que c'est dans les enregistrements des DNS, etc., etc. Donc là, on ne pourrait pas faire mieux. Ensuite, il nous dit encore que votre message pourrait être amélioré. Donc là, en fait, cette partie-là, elle est liée au contenu du message en lui-même qui va vous dire, voilà, vous avez des textes qui pourraient être potentiellement considérés comme du spam. Alors j'ai essayé de mettre test et spam dedans, mais ça n'a rien changé. Il a quand même aimé mon email, il n'y a pas eu de souci. Et parfois, quand on fait des textes un petit peu bidons, il nous dit attention, cet email-là, il a été vérifié comme étant un email justement potentiel de spam. Donc le contenu est sûr, les images sont bonnes, donc il n'y a pas d'image, donc tout va bien. On n'a pas trouvé d'URL raccourci qui est potentiellement problématique. Et votre message ne contient pas d'entête list unsubscribe. Donc ça veut dire que si on envoie une newsletter, il faut qu'il y ait une entête qui dise ok, si vous voulez désinscrire, il y a ce lien qui existe. Donc ça c'est important pour les newsletters. Si vous envoyez des mails depuis MailerLite ou Mailchimp, c'est les entêtes qui vont mettre en place pour s'assurer que ce soit bien considéré comme des newsletters et qu'on ne soit pas en train d'essayer de flouer le système de mail pour lui dire ok, non, on n'est pas une newsletter, on n'essaie pas de te faire de la pub, on passe par derrière pour essayer d'arriver. Donc ça c'est simplement un truc qui me dit moi j'ai pas ce message. Ce message il a été envoyé depuis mon adresse personnelle. Simplement, c'est comme si je l'enverrais à un client ou bien une connaissance, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'avoir cette en-tête qui soit affichée. Ensuite, mon serveur n'est pas blacklisté, donc ça c'est une bonne nouvelle. On a toute une série de listes en fait qui existent sur Internet, et puis dans ces listes-là, en fait, on a tout plein de serveurs qui ont été blacklistés, et on n'a trouvé aucun lien brisé sur le message. Donc ça considère aussi les images, le contenu vers des liens externes, etc., qui peuvent potentiellement considérer que voilà, c'est du spam. Donc voilà comment Mail Tester fait un petit test. Je vais vous montrer un deuxième test que je vais faire cette fois depuis mon autre adresse, puis mon adresse newslang.ch, et j'ai remarqué il y a peu de temps que, alors que j'utilise les serveurs de Google pour newslang.ch, certains de ces serveurs ont été blacklistés sur certaines listes. Alors ça ne veut pas dire que ça m'empêche d'envoyer des emails, mais vous verrez que le résultat, il est un petit peu moins bon. Donc j'envoie avec mon email personnel. On va revenir ici, on copie. On envoie. Et vous voyez que là, en plus, j'ai une image, j'ai du contenu. Donc là, potentiellement, il y a un petit peu plus d'éléments qui peuvent être considérés comme problématiques pour les filtres anti-spam. Voilà. Bisous. Et on envoie. Et on a un résultat un tout petit peu moins bon, 8,4 sur 10. Vous voyez, l'illustration change en plus, donc c'est assez sympathique à utiliser. Et on va voir en fait pourquoi est-ce que j'ai une note de 8,4 et pas une note de 10 sur 10 comme tout à l'heure. Donc Spam Assassin pense que vous pouvez vous améliorer, donc là la note est un peu moins bonne que tout à l'heure. Alors on a un petit détail là, je pense que c'est ça, c'est un problème de formatage de couleurs en HTML qui n'est pas tellement apprécié par Spam Assassin. Mais bon, c'est moins 0,1, c'est vraiment un détail. On a 8,4 sur 10, donc ça nous laisserait normalement le résultat à 9,9. Donc bon, c'est pas le problème principal. Ensuite, vous n'êtes pas parfaitement authentifié, même chose, là tout est mis en place sur mon domaine newslang.ch pour que je sois authentifié comme il faut en SPF et en DKIM, mais pas en démarque. Donc ça on l'a vu avant, ça ne nous enlève pas un point, c'est pas très grave.
Mais en fait, le gros problème, on a aussi le corps du message qui est pas top, qui est à 0,5. Pourquoi? Une image sans attribut alt. Donc ça, c'est un petit détail. L'image de ma signature, si on revient ici, qui est simplement une signature que j'ai créée dans Gmail, elle n'a pas d'attribut alt. Pour avoir en fait un texte alternatif pour présenter l'image si l'image n'est pas possible de charger. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils considèrent comme du spam potentiellement. Donc c'est pas très grave de nouveau. On n'a pas le list and subscribe dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout, mon serveur est enregistré sur 2 listes noires. Ça, c'est pas top. Et ça m'embête un peu. Je suis en train de regarder ce qui se passe, puis essayer de régler le problème. Mais le serveur de l'envoi 209.85.128.49 a été enregistré sur la liste de Sorbs, vous voyez, dans les dernières 48 heures et dans les 28 derniers jours. Donc ça, il faut que je regarde ce qui se passe, il faut que j'essaie de voir pour régler le problème. Ça ne va pas empêcher d'avoir mes mails qui arrivent quand même chez mes clients à 8,4 sur 10, je pense que ça reste une qualité très bonne. Maintenant, si je devais faire des newsletters et puis que j'aurais du contenu avec beaucoup de liens et beaucoup d'images dedans, ça pourrait encore péjorer un petit peu les résultats. Donc voilà pour vous donner 2 idées de ce qui se passe quand on envoie un mail. Maintenant, si vous voulez envoyer un mail de test pour le spam, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez le faire par exemple dans PrestaShop. Si vous allez dans paramètres avancés sous email, vous avez la possibilité de faire un test d'envoi d'email et vous pouvez simplement l'envoyer à l'adresse qui sera donnée ici par mail testeur. Et là, ça vous permettra d'avoir vraiment le résultat réel de l'envoi depuis votre site. Même chose avec WordPress, si vous installez certaines extensions, vous allez pouvoir lui spécifier que vous voulez envoyer un email de test à une adresse donnée et vous pourrez mettre celle-ci. Maintenant, on va un petit peu parler des authentifications qui existent pour permettre à vos emails d'avoir la meilleure délivrabilité possible. Et ces authentifications, elles ont des noms aussi sympathiques que SPF, DKIM et DMARC. Alors là, vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol de mon jargon technique et de mes explications un petit peu compliquées, mais on n'a pas exactement terminé parce que cette partie-là a besoin aussi d'être expliqué en détail pour que vous compreniez bien le principe. Maintenant, si vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de régler vos problèmes d'envoi d'email, sachez juste que si vous tapez SPF ou DKIM et le nom de votre hébergeur, vous avez certainement des chances d'avoir toutes les indications de la part d'hébergeurs pour savoir un petit peu comment les mettre en place. Et puis comment vérifier si elles sont déjà mises en place ou pas. Donc ça peut être intéressant. Si vous quittez la vidéo maintenant parce que le blabla technique, ça vous gonfle un petit peu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée pour justement un petit peu la booster pour l'algorithme de YouTube, si vous l'avez trouvé utile. Et puis si vous travaillez avec PrestaShop, n'hésitez pas non plus à regarder, j'ai un lien dans la description, mon lien vers mon site formationprestashop.com où j'ai une formation qui explique PrestaShop de A à Z. Et si ça peut vous aider, n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, donc maintenant pour revenir à la technique de l'envoi des mails et surtout de la validation qui est liée à ces envois-là, on va un petit peu regarder comment ça fonctionne et quelles sont les validations qui existent. Pour commencer juste rapidement, en termes d'importance, on a les validations SPF qui est à mon avis la plus importante, qui est, pour être clair, généralement déjà mise en place sur la plupart des hébergeurs. Alors, je vais vous expliquer comment elles sont, mais généralement, vous avez déjà une mise en place qui a été faite à ce niveau-là par l'hébergeur. Ensuite, la validation DKIM, qui est aussi très importante. Et puis, dernièrement, la validation des marques, qui est, à mon avis, tout à fait optionnelle. Et d'ailleurs, je n'utilise pas pour mon site internet. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi je pense qu'elle n'est pas forcément obligatoire, en tout cas pour le moment, et dans une situation normale. Il faut savoir qu'un domaine, il a de nombreux enregistrements qui sont mis à l'intérieur. Certains enregistrements vont faire pointer votre domaine vers votre site web, un autre enregistrement va faire pointer votre domaine vers vos adresses email, un autre va faire pointer votre domaine vers par exemple un sous-domaine, etc. Il y a plein de choses qu'on peut donner, d'informations qu'on peut donner dans un domaine. Et si on jette par exemple un œil aux enregistrements de mon nom de domaine formation-prestashop.com, allons voir ça, et qu'on va regarder sur DNS Lookup le détail des informations DNS qu'on a pour ce site internet. On voit qu'on a une première DNS de type A qui renvoie vers mon adresse IP de mon site, donc ça enverra en fait vers l'hébergement pour afficher le site web. Et si maintenant on va aller changer ici puis qu'on va dire MX Lookup qui va regarder les enregistrements MX qui sont utilisés pour l'envoi d'email, là on va voir qu'on a des autres informations qui sont les informations de mon hébergeur Infomaniac avec le serveur qu'il faut utiliser dans ce cas-là. Et ensuite si on regarde par exemple les enregistrements SPF dont je vais parler, on peut voir ici qu'on a bien un enregistrement SPF qui mentionne spécifiquement que les serveurs d'Infomaniac sont autorisés à envoyer des emails avec son nom de domaine. Mais du coup, maintenant, il faudra voir à quoi exactement ces enregistrements servent et puis en quoi ils peuvent vraiment aider votre domaine à envoyer des emails de meilleure qualité qui soient moins considérés comme du spam. Et surtout, un autre truc qui est vraiment cool, c'est que ça empêche d'autres personnes d'envoyer des emails en votre nom et de vous faire blacklister derrière parce que des personnes ont usurpé votre nom de domaine pour faire des envois de mails. Donc, pour commencer, on va commencer avec SPF. Alors, SPF, qu'est-ce que c'est? SPF, c'est Sender Policy Framework. En gros, un enregistrement SPF va mentionner qui est autorisé à envoyer des emails en utilisant votre nom de domaine. Donc, si on prend le principe, on a un serveur SMTP XY qui envoie un email au nom de l'email email@domaine.com. D'accord? On envoie cet email.
Et le serveur du destinataire va se poser la question, ok, est-ce que ce serveur SMTP XY est bien autorisé à envoyer des emails au nom de domaine.com? Alors pour savoir ça, il va aller voir chez domaine.com s'il y a un enregistrement SPF qui existe dans les DNS du domaine. Et du coup, dans les enregistrements DNS du domaine, il va voir qu'il y a effectivement un enregistrement SPF qui existe et qui mentionne bien ce serveur SMTP XY. Et là, une fois qu'il a fait la vérification et qu'il a bien vu que ce serveur SMTP est autorisé d'envoyer des emails au nom de votre domaine, et bah du coup, youhou, l'email est validé et il arrive chez votre destinataire sans passer par les spams. Maintenant, aujourd'hui, il faut savoir que l'enregistrement SPF est devenu une norme. Il est devenu même utilisé de manière assez générale sur la plupart des sites internet. Sachez qu'il peut être aussi très utile de l'utiliser pour les newsletters que vous allez faire. Si par exemple vous travaillez avec MailerLite ou MailChimp ou n'importe quel système de newsletter, généralement, eux, ils vous donnent les informations pour que vous puissiez enregistrer des DNS SPF en leur nom pour dire, ok, j'autorise les serveurs de MailChimp, les serveurs de MailerLite, les serveurs de XY à envoyer des emails en mon nom. En gros, l'idée de DKIM, c'est de définir des clés de chiffrement qui sont spécifiques à votre domaine. Alors, regardons ce qui se passe quand on envoie un email et qu'il y a une validation DKIM qui se fait. Donc, on a notre serveur qui va envoyer un email à partir de l'adresse email@domaine.com depuis votre serveur SMTP. Alors, l'email est envoyé, le serveur de destinataire reçoit l'email et il remarque que l'entête de votre email est cryptée. Et qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là, le serveur de destination? Il doit aller regarder dans les DNS du domaine domaine.com si un enregistrement DKIM existe. Et s'il existe, il va aller récupérer la valeur P, qui est en fait la valeur de la clé qui permettra de déchiffrer l'entête. Et si cette valeur-là, elle permet bien de décrypter l'entête, à ce moment-là, le serveur de destinataire va dire « Ok, validation DKIM approuvée ». L'email provient bien de ce serveur SMTP et il est autorisé à envoyer avec le domaine domaine.com, donc tout va bien. On valide la réception de l'email. Et il y a peu de chances qu'il termine dans les spams. Et du coup, si quelqu'un essaye d'envoyer des emails avec votre nom de domaine et que l'entête n'est pas cryptée, mais qu'un enregistrement DKIM existe, déjà, le serveur de destinataire va peut-être se poser un petit peu des questions sur la validité de votre email. Et puis dans le cas contraire, si vous envoyez un email depuis un autre nom de domaine qui va lui crypter en DKIM l'entête de votre email, mais qu'ensuite il ne va pas pouvoir être déchiffré par le domaine en question, c'est que là aussi il y a une couille dans le pâté, comme on dit, si on veut être poli. Donc du coup, effectivement, cela risque d'envoyer vos emails dans les spams, alors qu'un enregistrement DKIM et une validation DKIM de qualité va au contraire donner plus de confiance au serveur destinataire qui va dire ok, tout est ok, il y a peu de chances que ça termine dans les spams, c'est vraiment toutes les informations supplémentaires qui me permettent de dire que cet email est vérifié. Maintenant, la dernière chose dont je vais parler, c'est Dmark, qui est, comme je vous l'ai dit, pas une obligation. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi il consiste. Alors, Dmark, je vais le lire parce que c'est un sacré truc, c'est pour Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance, avec l'accent tout pourri. Alors, cette nouvelle validation, elle est assez récente. SPF et DKIM sont obligatoires pour pouvoir utiliser Dmark. En fait, il faut que ces deux validations existent déjà. Et en fait, le but de Dmark, qu'est-ce qui le démarque? C'est que vous pouvez donner en fait des règles par rapport à ces validations. C'est-à-dire que quand un email arrive et que Dmark est activé sur le domaine, le système va vérifier le SPF et le DKIM. Et en fonction du résultat, vous pourrez définir des règles Dmark qui définiront, ok, si SPF n'a pas été accepté, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, si DKIM n'a pas été validé, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a toujours trois options. Soit l'email est toujours autorisé, donc à ce moment-là, il passe même si les validations DKIM et SPF ne sont pas forcément validées, mais par contre derrière, il enregistre cet email dans une liste pour que vous puissiez les consulter. Deuxième solution, si une de ces deux validations n'est pas passée ou les deux, on met ces emails en quarantaine, ce qui aura pour but de marquer ces emails comme du spam. Troisième solution, on rejette purement et simplement les emails. Alors, quand on envoie un email sur un des serveurs destinataires, on est en fait obligé de suivre les règles du serveur destinataire. Le serveur destinataire va dire, ok, moi, si un enregistrement SPF n'est pas là ou un enregistrement DKIM n'est pas là, est pas valide, je n'autorise pas la réception de cet email ou je les marque comme spam. Le fait d'utiliser des marques sur votre domaine permet en fait de dire au serveur de destinataire, ok, si jamais, moi, ce que je veux, c'est que si les validations SPF ou DKIM ne sont pas bonnes, je veux que vous fassiez ça. Donc, une de ces trois actions. Et ça permet en fait d'avoir pour vous le contrôle sur ce que vont faire les serveurs de destination quand vous leur envoyez un email par rapport à ces validations-là. Mais un des effets, enfin, un des éléments importants de Dmark, c'est ce que j'ai dit au départ dans le nom de Dmark, c'est le reporting. En fait, Dmark va vous envoyer des rapports mensuels de tous les emails qui ont été refusés. Donc l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir jeter un œil à qui envoie des emails en votre nom.
Et grâce à ces rapports, ça vous permettra d'analyser les emails qui sont envoyés depuis des autres domaines ou des autres accès. Et ça vous permet en fait de vous assurer que vous ne serez pas blacklisté parce que votre serveur SMTP fait relais et que des gens l'utilisent pour envoyer des emails de spam. Et surtout de pouvoir analyser en fait le trafic problématique qui provient de votre domaine. Et là, vous pourrez peut-être aussi dedans trouver des emails que vous aurez envoyés vous-même avec votre site ou avec un site externe ou avec d'autres systèmes. Et grâce à ça, vous pouvez vous dire, ok, là, en fait, sur ce site-là, j'ai mal configuré la chose parce que la validation d'EKIM ne passe pas ou la validation SPF ne passe pas pour des raisons XY. Et ce reporting, ça vous aidera en fait à affiner les réglages de votre domaine, mais aussi les réglages sur vos différents sites ou vos différents systèmes d'email pour vous assurer que les envois d'email fonctionnent à chaque fois. Et puis pour terminer, des marques, encore un effet supplémentaire, c'est qu'il va encore ajouter un petit vue en plus sur la liste des choses des bonnes pratiques à faire quand vous envoyez de l'email pour qu'ils ne finissent pas dans les spams. Si des marques est activé en plus, du coup, le filtre anti-spam sera encore plus content de voir qu'il y a cette procédure en plus qui existe. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de ce qui concerne l'envoi des emails depuis un site internet, mais aussi de manière générale, l'envoi des emails et leur validation pour éviter que ça termine dans les spams. J'espère que ça a été clair. C'était pas forcément une vidéo très facile à faire parce qu'il y avait beaucoup d'éléments techniques à expliquer et qu'il fallait en fait la prendre un petit peu dans le bon sens pour que vous compreniez bien et puis moi je sois capable de vous l'expliquer clairement. Donc c'est pas toujours évident. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vos remarques sont les bienvenues bien sûr. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année parce que ça arrive bientôt. Salut tout le monde, c'est Thierry en voix off. Finalement, j'ai lancé cette vidéo plus tard que prévu parce qu'elle m'en a demandé pas mal de travail. Donc, je ne vais pas vous souhaiter de belles fêtes, même si j'espère que vous en avez passé de belles quand même. Mais je vais vous souhaiter une excellente année 2022. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!